Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis, qu'on retrouve sur gillesparent.com et toutes les applications les plus populaires. Le vocable, c'est Parents et amis. Faites une recherche, aucun problème. Parlant de gillesparent.com, vous pouvez nous écrire, vocal ou encore par écrit sur Contact. Et la recherche de tous les invités que vous voudriez réentendre, vous avez entendu parler que, vous y allez sur le site très, très simple, convivial, et on retrouve à peu près tout. Vous savez qu'on parle presque chaque jour de l'immigration, particulièrement depuis quelques années, avec le manque de logement. C'est probablement le sujet de l'année 2024. Afin de mieux comprendre les immenses enjeux reliés à l'immigration, j'ai invité un avocat expert spécialisé en droit de l'immigration qui pratique dans ce champ bien précis depuis plus de 10 ans. Bonjour, Maître Lapointe. Bonjour. Maxime, ça va bien? Ça va bien, merci de m'inviter encore, Gilles. Ben, ça me fait plaisir. Ça fait une couple de fois. On va commencer par à se connaître puis à être des amis. Écoute, je suis content de t'avoir au micro aujourd'hui pour qu'on puisse revenir sur une année un peu folle, 2024, folle à bien des égards. L'immigration a fait la manchette presque à chaque jour. Évidemment, l'écrasante victoire de Donald Trump aux États-Unis en a surpris plus d'un. Et bien évidemment, ses intentions de fermer les frontières américaines, renvoyer des milliers, sinon des millions de personnes immigrées illégalement chez eux. Ça fait craindre. On ne sait pas trop ce qui est vrai là-dedans. On va essayer d'en démêler un bout avec toi aujourd'hui. Dis-moi, depuis ces annonces-là, depuis l'élection, est-ce que le téléphone s'est mis à sonner en fou chez vous? Ben, c'est drôle que tu me poses la question. Normalement, je t'aurais dit pas particulièrement, mais ce matin, j'avais une consultation d'Américains dans la soixantaine qui veulent quitter les États-Unis à cause de l'élection de Donald Trump. Donc, les gens qui appellent un bureau d'avocat, c'est pas nécessairement des sans-papiers aux États-Unis qui ont peur de se faire expulser. Eux, ils vont pas nécessairement aller voir un avocat en immigration quand ils sont déjà illégaux aux États-Unis. Ils vont rester peut-être dans l'illégalité. On l'a vu avec le chemin Roxham à partir de 2017. Je comprends. Mais des gens de 50 ans et plus, disons, qui veulent quitter les États-Unis. Pourquoi donc ils veulent quitter? Ben, c'est au niveau des... Vraiment, ils ne cadrent pas avec la politique, ils n'aiment pas l'attitude du président. OK. Mais la réalité n'est pas si simple que ça, là. Donc, la dame qui voulait prendre une pré-retraite au Canada, acheter une propriété, il y a plusieurs enjeux. Premièrement, il y a une loi qui interdit l'achat d'immobilier pour des non-résidents du Canada. Ça, c'est la nouvelle loi là, qui visait les Asiatiques particulièrement qui rentraient à peine à blanche. Janvier 2023, OK, c'est ça, donc c'est encore en vigueur. Il y a des exceptions pour des régions hors recensement. Donc, en campagne, on comprend qu'on pourrait acheter. Okay. Eux, c'était ça leur cas. Mais pour immigrer de manière permanente, il faut passer par un programme d'immigration. Au Québec, ça prend une connaissance du français. Les Américains ne l'ont pas en grande majorité. Okay. Donc, pour eux, j'avais pas vraiment d'option. Mais rentrer en visiteur, la voiture pleine avec des animaux de compagnie, puis dire aux douaniers, on s'en vient ici de manière permanente. Ça marche pas. Je ne recommande pas. Là. donc, j'ai de la demande, mais pas de tant que ça, mais pas des gens qui sont peut-être visés par d'éventuelles mesures d'expulsion sans papier des États-Unis. Mais même, si on prend cet exemple-là des gens à qui tu as parlé ce matin, eux autres, ils visaient le Québec. Mais est-ce que s'ils vont ailleurs au Canada, c'est plus simple ou c'est complexe pareil? C'est assez contingenté, l'immigration, puis on va en reparler là, avec les baisses des niveaux d'immigration annoncés par le fédéral. Là. Il y a moins de place pour les gens qui veulent immigrer. Donc, des gens de 50, 60 ans, puis des fois, je le dis à des Français, ils sont quasiment surpris, des Français de France, vous n'avez pas de programme d'immigration pour les retraités? Ben non. Donc, tu sais, l'équivalent est aussi vrai. Moi, si je veux déménager en France de manière permanente, il faut que je passe dans un programme, il y a des règles. Puis la France, autant que le Canada, ne veulent pas nécessairement d'un immigrant de 70 ans qui n'a aucun apport économique pour le pays. Là. Maxime, je sais que ça a probablement changé, mais quand on était plus jeune, quand on parlait d'immigration, on en parlait moins. Mais les gens qui venaient ici, c'était souvent lié à la filiation familiale. C'est-à-dire le père et la mère où la fille vient étudier, finalement, au fil du temps, elle reste ici, trouve un chum, se marie, les parents sont plus âgés, puis disent, bon, on s'en vient au Canada. Tu sais, moi, c'était ça, l'image, c'était, si tu voulais rentrer, il y avait deux façons, étudiant ou encore en famille. C'est encore une base dans l'immigration? Ben, les travailleurs qualifiés, disons, la catégorie des gens qui travaillent, qui ont un emploi, qui viennent ici avec un permis de travail, qui accèdent à la résidence permanente, qui ont 30, 40, 50 ans. Oui. Oui, mais quand on est rendu à 60 ans, non. Puis un enfant à charge, c'est là où la ligne se fait.
la définition d'enfant à charge, si je veux amener mon enfant dans mon projet d'immigration, il faut qu'il ait 22 ans ou moins. Donc, les gens de 60 ans qui ont un enfant de 30 ans, mais ils peuvent pas être inclus dans la demande de l'autre pour autant. Okay. Puis parrainer un parent, mais ça, c'est une loterie au Canada. Il y a à peu près 10 000 personnes approuvées par année là-dedans. C'est marginal. Mais on invite tous les résidents permanents, citoyens, à parrainer leurs parents s'ils veulent. Ça ouvre, ça ferme. C'est pas des gros volumes. Là. Non, je comprends. Mais je prends un autre exemple parce que ça me passe par la tête, Maxime. J'ai la personne devant moi. En même temps, j'ai une famille que moi, je connais. Ça fait 40 ans qu'ils sont ici. Ils sont installés, ils sont au Québec, puis citoyens canadiens, by far. Est-ce qu'il y a une limite dans le rayonnement de la famille? Tu sais, quand tu dis la famille, est-ce qu'eux autres, 40 ans plus tard, peuvent venir, le mononcle qui est resté là depuis 40 ans, est-ce qu'il y a entre guillemets, un avantage parce que... Tu comprends-tu? Oui, non, je comprends. C'est comme si tu jouais des deux bords. T'es-tu devenu Canadien depuis 40 ans? Mais là, lâche-nous ta famille ailleurs. C'est assez bien segmenté, là, dans le sens que pour parrainer, exemple, un frère ou une sœur, il faut qu'il soit mineur et orphelin. Là. Donc, tu sais, la porte n'est pas grande ouverte. OK, je comprends. Parrainer des cousins, on oublie ça. OK, c'est vraiment famille directe, c'est ça? Pour une demande, oui. Puis pour une demande de résidence permanente, dans, exemple, programme de travailleurs qualifiés, tiens, tu peux avoir plus de points si tu as de la famille au Canada, mais ça finit là. Donc, tu peux pas dire, mais moi, mon cousin est canadien, moi, je suis iranien, est-ce que je peux prétendre à la citoyenneté au Canada? Là, non, c'est pas donc, il y a des programmes, mais pour la famille élargie, les portes sont pas très grandes ouvertes. OK, revenons à la crainte qui est dans l'air depuis l'élection de Trump, parce qu'il a tellement fessé sur le clou de l'immigration illégale, puis c'était la mère de tous les maux, puis tout ça. Bon. Mais les craintes que toi, t'entends de tes clients ou des gens avec qui tu parles, c'est quoi les principales craintes présentement? Ben moi, premièrement, j'en ai pas là, de crainte. Là. J'étais dans les médias le lendemain. Non, le lendemain de l'élection, TVA m'appelle. Qu'est-ce qui va arriver? Pour commenter. Puis là, j'étais quand même surpris qu'on m'appelle moi pour commenter ça, mais j'étais fier aussi à quelque part. Mais de mon point, là, c'est que l'écosystème a changé quand même par rapport à 2017 où Donald Trump a dit là, tel pays, on va vous expulser, il n'y aura plus de visa. Puis ça a créé justement la frénésie du chemin Roxham où les gens ont commencé à faire la file à la frontière canadienne dans le but de se faire interpeller puis de faire une demande d'asile au point d'entrée où on vit encore actuellement les écueils de ça. Il y a encore plus que 100 000 demandes d'asile en traitement à commission de statut de réfugié à cause des volumes des années 2017, 2018, 2019. C'est pas réglé encore, dans le fond. Non, on est encore en train de régler les volumes. Mais depuis la fermeture du chemin Roxham en mars 2023, ça a changé au niveau de la réception, disons, d'une demande à la frontière. Parce qu'avant 2023, les gens voulaient se faire arrêter par les services frontaliers pour être dans le système, si tu veux. Okay. Et là, depuis qu'on a re-signé l'entente sur les pays tiers sûrs, avec la fermeture du chemin Roxham, s'il faut se cacher pendant 14 jours pour pouvoir prétendre à faire une demande d'asile au Canada. Donc, ça veut dire que une personne, elle peut pas juste arriver au chemin Roxham et dire « Allô, trouvez-moi, je vais être dans... » Ils vont dire « Non, t'arrives d'un pays sûr. » Mais il y a comme une zone grise, il faudrait qu'on me l'explique. Si t'es caché pendant 14 jours au Canada, puis là, tu fais une demande d'asile... Là, on va traiter ton dossier. Mais est-ce que c'est ça me semble un peu absurde, là. Est-ce que c'est au point que tu n'as pas le droit de te cacher d'un autre pays, mais si tu réussis à te cacher, je comprends pas. C'est ça. Ben, parce que en réalité, ça marche pas, là. Celui-là, comme je t'ai dit, il va falloir qu'on me l'explique. Si toi, tu le comprends pas, il y a une gang qui nous écoute, ne comprennent pas plus. Exactement. Donc, mais ça veut dire que c'est plus le même réseau. Donc, ça mettra encore plus de pression sur des passeurs qui font venir des gens des États-Unis vers le Canada pour dire, ben là, OK, on va vous organiser une traversée dans la nuit pour vous cacher, vous allez vous louer un Airbnb. Donc, moi, je trouve personnellement, pour des sans-papiers aux États-Unis qui font leur vie pareil, les gens travaillent, ont des maisons, c'est assez reconnu aux États-Unis, tu peux travailler. C'est des millions de personnes. C'est ça. Donc, moi, je serais quand même surpris que ces gens-là disent, OK, on va venir au Canada, on va se cacher pendant 14 jours pour faire une demande d'asile qui va prendre 3 ans et qui risque d'être refusée. Je trouve que c'est pas le même écosystème, disons, juridique qu'en 2017 où Justin Trudeau a dit sur les réseaux sociaux « Venez-vous-en au Canada », puis ça a été interprété d'une manière où les gens disent « On peut rentrer n'importe où et n'importe comment ». Et là, cette brèche-là de chemin Roxham, elle a été colmatée. Là. Donc, dans une certaine mesure, comme je te dis, avec le fameux 14 jours, mais moi, je m'attends pas à des... Même si le bruit de Donald Trump
peut faire une certaine peur dans le pays avec les volumes. Moi, je veux pas céder à la panique. Là. Ça a été ça 2017. Les gens ont paniqué et ont monté à pied au Canada. Ouais. Donc, au péril de leur vie souvent. Il y en a qui sont morts d'ailleurs. Oui. Puis là, la réalité, là, si tu me poses la question, les flux migratoires entre le Canada et les États-Unis depuis les derniers mois, c'est inversé. Il y a plus de gens qui partent du Canada illégalement pour aller vers les États-Unis, notamment des Indiens qui finalement se rendent compte qu'au Canada, ils n'auront pas accès à la résidence permanente. Ils ont demandé un visa de visiteur. Compliqué trop au Canada pour eux. Oui, puis ils ont rentré avec un visa de visiteur au Canada. Est-ce que le gouvernement fédéral est laxiste dans les visas de visiteurs en Inde? Peut-être, mais c'est plus facile de rentrer au Canada qu'aux États-Unis. Et là, avec des passeurs, ils payent 5 000 $ puis ils s'en vont aux États-Unis illégalement. Puis c'est ça que Donald Trump dit pas plus tard qu'aujourd'hui. Dit là, le Canada, vous allez arrêter de nous faire rentrer de la drogue puis des immigrants illégaux, là, donc avec des menaces de taxes. Oui, donc 25%. on est vraiment là-dedans. Mais la réalité, dans la dernière année, c'est important de le comprendre, il y a plus de gens qui partent illégalement du Canada vers les États-Unis que l'inverse. Est-ce que le problème qui était au cœur de la campagne électorale américaine, qui est au cœur des discussions canadiennes, parce qu'on voit bien qu'il y a des enjeux extraordinaires, qu'est-ce qui fait, Maxime, qu'on en parle tant en 2023, 2024? C'est parce qu'on en parlait moins, il y en avait moins, c'était drôlement organisé, il y a eu des portes ouvertes, des portes ouvertes, ça fait pas ça, les portes ouvertes à l'école pour choisir son école, mais portes ouvertes dans le sens où il y avait des brèches. Mais s'il y a des millions de sans-papiers aux États-Unis. Il a fallu qu'ils rentrent à un moment donné. Est-ce qu'on les tolérait les yeux fermés un bout de temps, puis là, on ne peut plus tolérer? Parce que, dans le fond, tu as vu comment ça touchait les électeurs américains, à quel point tu avais des gens, même des Cubains, qui, au fil des années, ont eu leur citoyenneté. Puis c'était les premiers à dire, ah ben là, nous autres, s'il faut payer avec notre argent, on travaille comme des fous pour des gens qui sont illégaux. Fait que tu comprends, ils étaient déjà rendus là au bord de la clôture en disant, au départ, il aurait voulu qu'on les aide, mais maintenant qu'ils sont traversés l'autre bord, vous autres, allez-vous-en. Fait qu'il y a comme quelque chose qu'on n'a pas... Il y a comme une nuit où tout s'est passé, puis on a manqué un bout, là. Ouais, pour ce bout-là, de justement, dès qu'on devient résident permanent du Canada, c'est drôle, on commence à trouver qu'il y a trop d'immigrants. Là. Ça, je l'ai vécu souvent, surtout dans mes anciennes années en Asie avec une clientèle. Exemple, au Vietnam, là, je me rappelle, les gens étaient contents de déposer leur demande, mais quand ils étaient approuvés, on dirait que là, ils trouvaient qu'il y avait trop de monde dans le pays. Là. Mais ça, c'est une chose. Ensuite, bon, les États-Unis, c'est... Il y a des gens aussi qui se marient là-dedans en cours de route, l'histoire change. On a le même parallèle au Canada, ça finit souvent dans les médias, des gens qui sont sur le bord de se faire expulser, finalement sont mariés, ils ont des enfants, ça devient déchirant. Mais ça part aussi souvent d'un statut. Donc, tu es rentré au Canada avec le bon statut, puis tu as décidé que tu repartais pas ou que tu changeais de case. Moi, j'appelle ça changement de case. Donc, je viens comme un étudiant étranger, finalement, j'aimerais ça travailler, ou je viens comme visiteur, puis finalement, j'aimerais ça travailler, ou demander l'asile, ou étudier. Donc, les gens font un peu n'importe quoi. Puis au Canada, on va vivre à des niveaux plus modestes. C'est exactement la même affaire, là, parce qu'en 2025, le Canada annonce qu'il y a 1,2 million de personnes qui vont perdre leur statut d'étudiant travailleur au Canada parce que... 1,2 million. 1,2. Aïe aïe! Parce que les statuts ne se renouvellent pas. Exemple, un permis d'études. À la fin des études, on demande un permis de travail post-diplôme. Il y a des programmes pour lesquels on ne se qualifiera plus. Tu sais, le Canada, depuis un an, fait des... Mark Miller, le ministre de l'Immigration, appelle ça des tours de vis, là, mais ça paraît là, à coup de petites réformes. Un permis de travail, je te donne un exemple. Ouais. Mon adjointe administrative dans le bureau de Française, 50 ans, décide de venir faire des études au Québec en 2022. Ouais. Elle vient avec son mari, elle vient avec ses enfants. Depuis février 2024, un conjoint qui accompagne un titulaire de permis d'études n'a plus accès au permis de travail ouvert comme elle avait à l'époque. Donc, ça veut dire... C'est pas automatique pour lui qui travaille, là. C'est impossible maintenant. Oh, OK. Donc ça veut dire, à base, ces gens-là, aujourd'hui, ne viendraient plus. Donc, des Français de 50 ans qui décident de venir s'instruire, faire des études au Québec pour demander éventuellement la résidence permanente, on n'en verra plus, là. Donc, des permis de travail post-diplôme aussi à la fin des études. Il y a des programmes où on n'a plus accès. Il y a des programmes où on doit demander... pour demander le permis, c'est-à-dire avoir un test de langue. Donc, on vient un peu contrôler justement les étudiants indiens de collèges privés un peu louches où finalement les étudiants n'allaient pas vraiment à l'école, mais tout ce qu'ils voulaient, c'est le permis de travail post-diplôme qui leur permettait d'avoir de l'expérience de travail au Canada pour demander la résidence permanente. Donc, tu sais, le Canada est en train de se rendre compte un peu des passe-passe puis de fermer les portes. Et c'est là où il y a eu des réformes dans le programme Travailleurs étrangers temporaires, des grosses réformes en septembre. On va sentir les effets en début 2025 pour les entreprises. Donc, des gens vont dire, bon,
faudrait qu'on quitte, on n'a plus de permis. La question à 100$, c'est est-ce que ces gens-là vont quitter le Canada comme ils sont supposés? Est-ce qu'ils vont rester dans l'illégalité, travailler au noir, vont disparaître un peu comme les États-Unis? Est-ce qu'ils vont demander la protection du Canada dans une demande d'asile pour essayer de se sauver le derrière pendant 2-3 ans? C'est ça le prochain problème là, du Canada en 2025. Là. Mais des immigrants, des gens qui sont de d'autres pays, Maxime, puis qui veulent venir ici, s'ils s'informent auprès de gens qui, éventuellement, vont être des passeurs, des gens qui vont charger pour les amener ici, pas sûr qu'ils ont l'information 100% adéquate, t'es d'accord? Puis il n'y a pas de conférence de presse à tous les jours pour les gens. Voici les gens de l'étranger, comment ça marche au Canada, les nouvelles règles. Tu sais, nous, on est ici, on suit un peu l'actualité, puis on est mêlés complètement, on sait plus trop qu'est-ce qui est... Parce que quand ils annoncent une politique, toi, c'est ton travail, ils annoncent une politique qui n'est peut-être pas en vigueur tout de suite, tu me dis une couple de mois, puis un changement, puis ci, puis ça. Fait que, finalement... Et est-ce que ce que le Canada fait dans les circonstances, parce que je me rappelle dans une chronique qu'on a faite ensemble, tu me disais, on ne tient pas compte des étudiants qui sont ici, mettons, depuis 4-5 ans, dans le fond, sont comme installés, intégrés, puis est-ce qu'on les comptait pas ou on les comptait? Je me rappelle pas, mais tu disais que c'était une problématique, ça. Il y a des gens qui ont perdu des statuts depuis des années. Là. Donc, tu sais, l'année passée ou l'autre d'avant, le fédéral disait qu'il y avait entre 20 000 et 500 000 sans-papiers au Canada. Ben, si on fait une gageure depuis moi, entre 20 000 et 500 000, je me tromperai pas. Demain, il va faire entre 4 et 44 degrés. Là, ça se peut que tu te trompes, ouais. Donc, mais là, le Canada est en train de... Malheureusement, là, ou pas, là, mais le Canada parle de régulariser des sans-papiers depuis 2 ans, mais ils ont le vent d'en face. Les libéraux ne peuvent plus faire aucune mesure facilitante en immigration. Là. Ils ont l'opinion publique et les oppositions contre eux. Il y a des élections bientôt. Donc, Mark Miller a dit qu'ils ne le feront pas. Donc, on ne va pas régulariser des sans-papiers, OK. Donc, il y a des gens qui vont rester sans-papiers. Mais moi, ce que je dis... c'est que les volumes de sans-papiers vont monter d'1 million l'année prochaine, là, peut-être. Là, puis je te parle pas nécessairement des États-Unis. Comme je te dis, moi, je m'attends pas à des volumes incroyables. Parce que, tu sais, on parle de demandeurs d'asile du chemin Roxham qui sont entrés illégalement au Canada à l'époque. Oui. Là, la brèche est fermée, donc il faudrait passer par l'aéroport. Donc, tu sais, un sans-papier aux États-Unis, c'est un peu utopique de penser que le Canada va lui donner un visa pour qu'il embarque dans un avion et débarquer à Montréal-Trudeau pour demander l'asile. Là. Non. Ça arrivera pas. Non, mais, parce que j'entends aussi dans les médias, les gens disent « Ah, le problème du chemin Roxham, c'est déplacer vers les aéroports. Depuis 1 an, les demandeurs d'asile passent par l'aéroport. » Mais il faut comprendre, c'est pas le même monde. Là. Les gens qui ont traversé à pied tous les États-Unis pour arriver au chemin Roxham, c'est pas le même monde qui ont pris l'avion du Bangladesh pour demander l'asile. Si le chemin Roxham n'était pas fermé aujourd'hui, on aurait autant de monde aux aéroports, plus ce qu'on aurait eu du chemin Roxham. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y aurait une addition, il y aurait plus. Les gens, en tout cas dans les commentateurs politiques ou même des commentateurs en immigration, mêlent ce bout-là. C'est pas le même monde. Puis effectivement, là, Mark Miller a dit hier, veut réformer le système de traitement des demandes d'asile parce que se rend compte là, qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers là, qui lâchent l'école actuellement et qui font des demandes d'asile en disant au Canada, ben je demande la protection du Canada parce que je suis persécuté dans mon pays. Mais là, le Canada n'a pas le choix de développer des mécanismes au plus vite pour dire non, vous êtes rentré ici en visiteur ou vous êtes rentré ici en étudiant, vous avez un permis d'études, vous avez déclaré que vous venez étudier, vous ne nous avez pas dit que vous étiez persécuté, donc on refuse votre dossier à sa face même. Là, parce que on peut pas empêcher quelqu'un de déposer une demande d'asile. Très difficile de le refuser à sa face même, à moins que tu sois genre un grand criminel fiché. Ouais. Fait que, donc, ça encombre la machine. Et Mark Miller l'a dit au Collège des consultants en immigration. Il a dit là, surveillez vos membres, les consultants en immigration. Il y a des consultants en immigration qui semblent s'enrichir en déposant des demandes d'asile d'étudiants qui sont frivoles parce que les étudiants ont lâché l'école. Regarde, hier, c'est l'Université de Chicoutimi, 105 personnes expulsées parce qu'ils n'ont pas payé leurs frais, dont 65% des étudiants étrangers. Donc, ces étudiants-là étrangers, est-ce qu'ils vont repartir dans leur pays? J'en doute. Est-ce qu'ils vont travailler au noir? Je suis pas mal certain. Est-ce qu'ils vont demander l'asile? Puis est-ce que le temps joue pour eux autres, mettons? Tu sais, mettons qu'ils disent qu'ils travaillent au noir, est-ce qu'éventuellement ils se disent ben là, la politique va peut-être changer? Non, c'est comme je te dis, j'appelle ça des changements de case. Ramener ça sur le droit chemin, c'est compliqué. Bonne chance. Immigration Québec ont changé leur règlement d'application en novembre l'année passée, 2023. Depuis ce temps-là, ils sont dotés de mécanismes de dire c'est-à-dire t'es en défaut de ton statut au Canada. Donc, nous, le Québec, on te refuse. Donc là, les avocats d'immigration se plaignaient. Ils disaient, là, le Québec vient interpréter une loi fédérale qui est ton statut au Canada. Mais regarde, c'est ça le règlement. Donc, historiquement, un étudiant qui lâche l'école puis un employeur, par exemple Tim Hortons, qui veut l'embaucher, on aurait dit, ben oui, on fait la démarche pour Tim Hortons, ça va marcher.
Là, depuis 6 mois, ça marche plus. Là. Le Québec dit, tu n'as pas respecté les conditions de ton permis d'études. Avec lesquelles tu es rentré, c'est ça? Donc, on ne te permet pas, exact. Donc, on ne te permet pas de devenir un travailleur étranger. Ça, dans mon bureau, j'en ai 3 par semaine. Des étudiants étrangers qui se font refuser. Des étudiants étrangers qui disent, ouais, mais j'avais un permis d'études pour l'université. J'ai décidé de faire un DEP parce que c'était moins cher, c'était moins long pour m'amener à résidence permanente. Tu sais, le Québec, maintenant, ça passe plus. C'est pas ça que tu as demandé, c'est pas ça que... Bon. Le Québec dit, on t'a donné le consentement pour l'Université Laval. Le DEP t'ont laissé étudier, pas de permis, mais on peut plus. Là. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, comme consultant puis comme avocat? Oui. Est-ce que tu trouves que ça a un sens? Oui. Oui, mais ce qui n'a pas de sens, c'est le manque de pédagogie en amont là, qu'on n'a peut-être pas eu dans les dernières années. Pourtant, pas plus tard que le mois passé, le Québec était au Bénin pour aller recruter des étudiants étrangers, tout en se plaignant qu'il y a trop d'immigrants temporaires au Québec. Là. Avec des fonds publics, on s'en va au Bénin courtiser. Ils vont dire ça fait longtemps que c'était prévu, puis les billets étaient achetés. Non, c'est des raisons qui ne sont pas valables sur le fond. Mais c'est important, à mon avis, dans ces événements-là de marketing, de dire, regarde bien, là, tu rentres, il y a des règles, tu étudies dans ce programme-là, puis tu le restes. Puis moi, je le vois, les étudiants, ils font vraiment n'importe quoi. Donc là, malheureusement, il y en a qui vont payer le gros prix. Mais j'ai jamais vu autant de gens faire n'importe quoi dans des programmes d'immigration que les étudiants étrangers. Les travailleurs qui ont des permis de travail avec un employeur, c'est drôle, ça n'arrive pas. OK, je comprends. L'employeur me dit, mais non, oui, regarde, j'ai un permis de travail de cuisinier, je travaille dans tel restaurant, je suis payé le salaire qui a été convenu, puis j'en vois pas ou très peu d'écart. Mais quand tu dis qu'ils font n'importe quoi, c'est qu'ils switchent, ils passent d'une... Ils changent d'école, ils lâchent une session, comme tu dis. C'est ça, ils s'inscrivent plus, et là, ils me disent, bon, ben, pour des problèmes personnels, j'ai arrêté une session, puis ça, le Québec, il n'y a plus rien qui passe. Même le Québec va refuser un dossier en disant, vous avez des mauvaises notes, on a l'intention de refuser votre dossier. Démontrez-moi comment vous allez faire pour avoir des bonnes notes. Là, les gens disent, j'ai un suivi psychologique, voici mon billet de mon psychologue, puis mes notes s'améliorent. Donc, tu sais, le Québec va peut-être trop loin là-dessus. Là, j'avoue, au niveau des bonnes notes, là, je décroche un petit peu. Mais dès qu'on n'est pas inscrit à temps plein, si on coule des cours, si on change de programme, je t'en parle même pas. Oui, je pense là-dessus, il y a un resserrement, mais à la base, il manque peut-être de pédagogie. OK. Si on s'est fait dans le balado 4 grandes parties, on y a un petit peu touché en mise en bouche, dirions-nous, Maxime. Mais on va parler parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Tantôt, tu as touché quelques éléments sur lesquels il faut revenir, entre autres. Moi, ça me touche personnellement parce que mes fils travaillent dans H2 Pro, les gens le savent, là, dans l'entretien de piscine, nettoyage et autres, partout au Québec. Et comme bien des entreprises sont rendues, là, je pense qu'ils ont 35 employés guatémaltèques qui ont un permis pour venir faire travailler chez eux, puis ils ramènent là-bas. Puis ce qui est drôle, c'est que lui, ce qui le frustre, à part, on va parler des règles de droit après, puis les changements, mais ce qu'il trouve difficile, c'est que le grand public dit « Ah, écoute, c'est cheap labor », puis tout ça. Il dit « Attends un peu, ceux qui savent pas comment ça marche, je peux leur donner une conférence. Là. Quand ils viennent ici, ils les accueillent, ils veulent bien les accueillir, ils les logent, ils les nourrissent, pas tout le temps, mais au départ, ils arrivent avec une bonne commande, ils vont à l'épicerie, puis ils les placent, puis ils ont des maisons dans lesquelles ils sont, puis ça coûte 5-10 000, là. Par individu pour l'installer, puis après ça, puis c'est sûr qu'au fil, ils reviennent, puis ils refont le travail, puis ils repartent, puis bon, tout se fait comme tu disais, ils ne changent pas de case, ils le font. Mais eux autres, c'est sûr que comme d'autres employés dans les petits, tout ce qui s'appelle les petits légumes, puis autres, tu sais, là, là, c'est un débat après ça sociologique et psychologique. Les jeunes Québécois ne veulent pas travailler, c'est des jobs que personne ne veut faire, eux autres sont contents de travailler. La différence de salaire, tu sais tout ça. Mais donc, la crainte qu'ils ont, c'est que tout ça change, puis qu'à un moment donné, beaucoup d'entreprises se ramassent gros gens comme devant, avec personne pour faire les travaux saisonniers. Mais en tout cas, ça, on va en reparler tantôt. Mais donc, commençons avec les relations Québec-Canada, parce que dans le fond, nous qui connaissons pas ça, on entend le ministre Miller, justement, au fédéral, on entend le gouvernement du Québec qui dit autre chose, la ministre, puis bon, ça a été la ministre qui est rendue à Hydro-Québec, Jean-François Robert. Jean-François Robert, c'est ça. Donc, tu veux me parler de ça, des relations Québec-Canada? Parce que pour moi, c'est l'essentiel. C'est la base, là. L'immigration, c'est une compétence partagée entre le fédéral et les provinces. C'est un plus, ça, ou c'est un emmerdement que c'est une compétence partagée? Moi là-dessus... Il y a des gens qui seront peut-être pas satisfaits de ma réponse, mais si je fermais un des deux ministères, je fermerais lui du Québec.
la plateforme informatique du Canada, l'efficacité des programmes... pour travailler avec elle. À l'avantage du fédéral, là, le Québec, c'est archaïque, même si c'est nouveau, leur plateforme en ligne, ça bug. Puis le Québec ne contrôle pas grand-chose en immigration, donc le peu qu'il contrôle, il contrôle mal. On le voit, l'exemple des étudiants étrangers, le Québec dit hey, il y a trop d'étudiants étrangers, oui, mais vous les avez tous autorisés, vous avez les pleins pouvoirs pour les accepter, mais dans votre loi habilitante, vous n'étiez pas capable de refuser les dossiers pour des collèges privés un peu louches. Là, la loi 74 qui est présentée actuellement, c'est ça, c'est le but, c'est d'aller essayer de corriger des choses qui ont mal été faites, mais le peu de pouvoir que le Québec a ou avait, c'est assez mal géré. Là, dans des demandes de résidence permanente, on le voit, des fonctionnaires, des questions qui nous posent, des demandes de documents additionnels. On essaie de refuser les dossiers, là, vraiment plus qu'on essaie de les approuver. Là. Mais au niveau des parce que c'est moi qui t'ai sollicité, Gilles, pour l'entretien qu'on a, parce que je voulais faire ça un peu sur la format de revue de l'année. Oui. C'était une année assez chargée. Mais, mais en chronologie, quand on en a parlé, c'est un peu lourd, mais en sujet, c'est peut-être plus digeste. Donc, dans les relations Québec-Canada, en janvier, ça a commencé. François Legault a envoyé une lettre à Justin Trudeau en disant « Monsieur Trudeau, j'aimerais ça vous rencontrer. Il y a trop de demandeurs d'asile. La capacité d'accueil du Québec est dépassée. Puis en passant, on attend un chèque de votre part. » Donc là, au mois de mars, on a eu une rencontre, Trudeau-Legault, dans laquelle François Legault demandait, il avait chiffré ses demandes à 1 milliard, qui couvrait les années 21, 22, 23 pour l'accueil des réfugiés. En vertu de l'accord Canada-Québec, moi, je t'en avais parlé la dernière fois, moi, je suggère de rouvrir l'accord Canada-Québec dans le sens que l'accord Canada-Québec de 91 prévoit les droits, les pouvoirs, aussi les obligations du Québec puis du Canada en immigration, mais prévoit pas les délais d'attente de 3 ans de demandeurs d'asile à cause que la commission de statut de réfugié est dépassée. Puis, le remboursement des sommes prévues pour l'accueil et l'intégration de demandeurs d'asile avec une brèche qui s'appelle chemin Roxham. Donc, déjà là, on s'accote sur une assise juridique qui est trop vieille, à mon avis. Et c'est là où il y avait une zone grise, parce que l'accord Canada-Québec parle de réfugiés reconnus, citoyens, résidents permanents, ça, mais ne parle pas de quelqu'un en attente d'audience, tu sais. Donc, et là-dessus, Mark Miller disait à Christine Fréchette, disait « Vous m'avez envoyé un demi-paragraphe, vous me demandez 1 milliard, il n'y a rien de ventilé, moi, je n'ai pas l'autorité pour vous rembourser. » Donc, Mark Miller a quand même joué son jeu politique en disant « Moi, je rembourse des choses qui couvrent l'immigration, puis la francisation des réfugiés, l'accueil, l'aide au logement. » Puis il a bien fait, parce que moi, il y a 2 anciens ministres de l'immigration qui m'ont dit, parce que je leur disais à l'époque, 2 anciens ministres, je disais, pourquoi vous rouvrez pas l'accord Canada-Québec? Et ils me disaient, Maxime, on reçoit tellement d'argent du fédéral qu'on dépense ailleurs, qu'on met dans le fonds des générations, qu'on veut pas rouvrir ça. Donc, quand tu sais ça, tu comprends que le fédéral s'en est rendu compte, mais le fédéral dit, faites-moi des factures ventilées, puis on va peut-être vous payer. Puis là, je fais une parenthèse. Hier, Mark Miller disait on veut payer, c'est rendu 580 quelques millions parce qu'il y a eu un paiement de 160 millions qui a été fait. Mm-hmm. On veut payer le Québec, mais c'est dans le budget excédentaire. Les oppositions, Pierre Poilievre, Bloc québécois, NPD, doivent voter pour. Mais là, le gouvernement fédéral est paralysé depuis 2 mois. Oui. Donc, on finit l'année encore avec ce milliard-là. Entre les deux, François Legault a demandé une meilleure répartition des demandeurs d'asile. Moi, les médias m'ont appelé pour dire est-ce que ce serait légal de répartir, de forcer des demandeurs d'asile à changer de province. Puis c'est une question que le Canada, on dit, nous, on n'ira pas là. On est sur le consentement volontaire. De l'autre côté, le vrai problème, Gilles, c'est que les autres provinces n'en veulent pas des demandeurs d'asile qui sont au Québec. Là. Donc, François Legault, ce qu'il aurait dû faire au mois de juillet, quand il y a eu le Conseil de la Fédération, c'est arrêter de se faire des amis, puis dire aux autres provinces, écoutez, je vais vous aider à batailler pour que vous ayez de l'argent, un peu comme nous, on a en vertu de l'accord Canada-Québec. Si vous avez de l'argent, vous allez peut-être être plus motivés. Les autres ministres ont dit le Québec reçoit 750 millions. Nous aussi, on en a des demandeurs d'asile. Il y a eu le cash. Ouais, le Québec a tel pouvoir en immigration que nous, on n'a pas. Donc, François Legault s'est fait plus des ennemis ou des jaloux, disons. Mais moi, ce que je recommandais dans les médias, puis je te le pitch, voir comment ça résonne chez toi. Si j'étais François Legault, ce que j'aurais fait, j'aurais dit aux autres ministres des provinces, j'aurais dit, regarde bien, il faut qu'on rende le service d'accueil aux réfugiés. On n'a pas le choix. Là, c'est des conventions internationales. Le fédéral va nous rembourser sous présentation de facture.
ce que je recommande, c'est on va facturer le fédéral 1,5, un peu comme une entreprise qui fait du placement de personnel. Je te paye 20$ mon employé, mais je le loue à 30. Là. Ben moi, j'aurais dit, OK, nous, les provinces, on offre le service, mais ça affecte notre capacité de livrer nos autres services dans notre compétence. Donc, on va facturer au Canada 1,5 fois la dépense. Puis si c'est ça, ben peut-être que, puis ça, c'est mon opinion personnelle, mais peut-être qu'il y a d'autres provinces qui auraient dit, bon, ben si je peux faire une pièce ou deux au travers, je vais peut-être en prendre 5000 demandeurs d'asile, envoie-moi-les. Ça aurait été peut-être une manière de rendre ça plus sexy, la répartition des demandeurs d'asile. Il n'y a pas de doute que quand on a beau parler de l'aspect humain, l'important, puis comment il y a des gens qui sont mal pris, puis tout ça est vrai, on peut pas tout régler ça de l'humanité juste dans notre province, mais derrière tout ça, c'est comment ça coûte aussi. Ben, comment ça coûte les loger, les accueillir, les franciser, leur apprendre la langue, les aider. Il y a beaucoup. Puis je pense qu'on a sous-estimé ça aussi. Je sais pas c'est la faute de qui, mais on s'est rendu compte que tu peux pas accueillir autant de monde. Puis est-ce qu'il y en a eu plus? Mais il y a ça, puis en même temps, il y a l'autre aspect. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aspects qui s'entrecroisent. Il y a le côté on fait plus de bébés non plus. On a besoin de l'immigration, tu es d'accord? Ah oui. Pour les forces de travail, entre autres. Mais pour les demandeurs d'asile, c'est que c'est une immigration qui est incontrôlable. Tu peux pas déterminer, OK, l'année prochaine, on pense qu'on va avoir environ 20 000 personnes qui vont venir demander la protection du Canada. Là. Donc, les gens entrent au Canada en visiteur et ont une consultation avec un avocat, un consultant en immigration, ou peut-être même pas, et demandent l'asile. Puis ça, ce qui est particulier, Gilles, j'ai déjà vu des clients qui m'ont dit, je suis rentré au Canada, le douanier m'a dit, bon, vous avez 2 $ dans votre compte de banque, vous n'avez pas d'itinéraire, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous laisse pas rentrer, mais si vous voulez faire une demande d'asile, le formulaire est là. Donc, il y a même des fonctionnaires du fédéral, des agents de douane qui en ont incité. Donc, rendu là, quand il y avait beaucoup de Mexicains qui demandaient l'asile, ben c'était un peu ça. Les gens savaient qu'il y avait une brèche, qu'on rentrait au Canada sans visa de visiteur facilement, puis qu'on pouvait demander l'asile. Et là, c'est la commission statut de réfugiés, elle est congestionnée encore pour les prochaines années. Mais les règles pour les demandes d'asile ont changé? Est-ce qu'on a limité ça un peu? Parce que là, on ne peut pas limiter ça. C'est ça, je te dis. Il y a une différence entre... Mais c'est-tu vrai de tous les pays du Commonwealth, mettons, ou les pays occidentaux, les pays du... Ben oui. Mais il y a une différence entre déposer une demande de protection puis d'être approuvé, tu sais. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui te permettent qui t'empêchent de déposer une demande. Après ça, il faut que tu fasses une démonstration que tu es une personne à protéger 2 ans plus tard, tu sais, avec du coaching. C'est ça. Mais c'est un peu ça le problème. Donc, c'est un peu ça, c'était quand même charnière dans l'été quand François Legault est allé en France puis il a commencé à parler de zone d'attente pour dire, bon, les demandeurs d'asile, on pourrait les mettre dans une zone d'attente comme en France. Ça a mal passé dans le public, hein? Les répartir. Ben, moi, ce que je disais dans les médias, c'est quand François Legault parle d'immigration, c'est comme quand je parle d'immigration avec mon oncle. Là. C'est du ressenti. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien qui tient la route. Là. Un chef d'État, tu t'attends qu'il comprenne un peu l'écosystème. Puis la charte canadienne. François Legault, c'est comme s'ils ne savent pas c'est quoi. T'sais. À s'accoter sur des faits, puis sur des lois, sur des règles. Mais là, il avait eu l'avis juridique aussi, ça a sorti pas longtemps après, mais le fédéral, ils ont dit, bon, l'article 7 de la charte canadienne prévoit le droit à la liberté, c'est assez large, puis ils disent, ben, on n'ira pas là parce qu'on veut pas restreindre la liberté de gens. Après ça, il y a des débats d'autres professionnels qui disaient ça s'applique pas aux demandeurs d'asile, puis ci, puis ça, mais c'est ça un débat de charte, ça prend 10 ans devant les tribunaux, ça se règle en Cour suprême. Puis le fédéral, on se dit, nous, on n'ira justement pas là. Le Québec n'a pas la même approche. Le Québec a plus tendance à voter des lois, exemple la loi 21, la loi 96, ou même offrir les services de CPE aux demandeurs d'asile, puis c'est contesté devant les tribunaux. Puis finalement, ils perdent, on monte en cour d'appel, ils perdent, ça finit en cour supérieure, donc en cour suprême, pardon. Le Québec, lui, il va voter une loi avant de savoir s'il y a un impact de charte. Puis le Canada dit, ben nous, on pense qu'il y aurait un impact de charte des droits fondamentaux, donc on n'ira pas vers les transferts forcés vers d'autres provinces de demandeurs d'asile. Donc, c'est deux approches complètement différentes au niveau de l'interprétation du système juridique. Dis-moi, parlant de l'aspect juridique, est-ce que le Québec, le fait que ça soit un fait français, un des peuples fondateurs, bon, tout ça, la double langue au Canada, le bilinguisme qui est plus ou moins pratiqué, mais en tout cas, est-ce que ça donne un avantage au Québec là-dedans, historique? Parce que j'ai l'impression, quand on parle, mettons, de la Nouvelle-Écosse, que je parle du Manitoba, on dirait que ça c'est tout. C'est à peu près les mêmes règles suivies dans le Canada anglais, mais il y a toujours le Québec qui est différent. Le Québec, c'est ça. Mais la force de l'accord Canada-Québec, c'était de permettre au Québec de préserver son droit démographique dans le Canada en pouvant sélectionner
selon les critères qui va déterminer, donc, exemple, la langue. Priorisé par la langue, le pourcentage de population qui détient dans le Canada. Donc, ça permettait au Québec, historiquement, de garder sa proportionnalité dans le pays de environ 22%. 22-23, ça, j'allais dire, ouais. Donc, ça veut dire que on parle des seuils d'immigration du Canada, l'année passée, c'était autour de 500 000, 485 000. Donc, le Québec, sans poser de questions au Canada, pourrait dire, nous, demain matin, on accueille 120 000 nouveaux résidents permanents. Pour garder notre 23. Exact, c'est des francophones, on les a choisis, on les a filtrés, on les aime, sont beaux, sont fins, peu importe. Mais depuis, surtout l'élection de la CAQ, disons en 2018, le Québec reste autour de 40, 50 000 nouveaux immigrants. En tout cas, du moins, dans les annonces publiques, là, quand on regarde le plan annuel, la CAQ en accepte toujours plus que ce qu'ils disent. Sauf que la population grandit au Canada, notre place, notre pourcentage diminue, on l'a vu, là. Ça, c'est déjà, sans dire c'est trop tard, là. Disons c'est déjà fait, le déclin est enclenché. Donc le Québec n'a pas utilisé, à mon avis, adéquatement les leviers de l'accord Canada-Québec, parce que tu me posais la question, est-ce que c'est-tu le fait français, le peuple fondateur? Le Québec a bataillé dans un contexte de l'échec de l'accord du lac Meech, oui. a bataillé pour pouvoir garder sa proportionnalité dans le Canada, puis sélectionner les immigrants en vertu de critères qu'il va créer avec les résultats qu'on a actuellement, puis on en parlera plus tard dans les politique provinciale, parce que je te fais une mini-parenthèse. Le Québec vient de fermer 2 programmes de résidence permanente pour des francophones en disant, là, on se rend compte, on en a trop pris cette année. Mark Miller, première affaire qu'il fait, ministre de l'Immigration du Canada, dit, nous, on va les prendre, des francophones hors Québec, on a des programmes pour ça. On veut plus de francophones en région rurale ailleurs au Canada. Donc, venez chez nous. Donc, ça a été un méchant mauvais coup de pub pour le gouvernement du Québec, qui, oui, s'il veut suspendre l'immigration pour des raisons électoralistes, parce qu'il y a des élections en 2026, puis il veut commencer à préparer le terrain pour rivaliser avec le PQ, mais le Canada, c'est parfait, nous, on va les prendre. Des étudiants étrangers formés au Québec qui s'en iraient dans d'autres provinces, c'est pas chic, là. Non, c'est sûr que c'est pas le meilleur coup. Est-ce que dans ce qui a marqué 2024, relation Québec-Canada, c'est l'essentiel? C'est le cœur est là. C'est la continuité, donc des fonds que le Québec réclame au Canada qui ne sont pas encore payés aujourd'hui, la répartition des demandeurs d'asile qui visiblement ne fonctionne pas, puis l'absence de discussion sensée entre les deux. Là, même apparemment que Jean-François Roberge ne veut même pas parler directement à Mark Miller, il se parle par personne interposée. Donc le fédéral dit au Québec... Il n'est pas capable de le sentir? Ou... le Québec sont dans une mission, eux autres, dans leur compétence. La bulle, on s'en va. C'est ça. Donc... l'enjeu, c'est ça. C'est un manque de dialogue, des visions différentes, puis des réformes. Bon, là, dans d'autres départements, là, on l'a eu dans le logement social, il y a 2 semaines. Il y a des argents du fédéral que le fédéral veut donner aux provinces, dont le Québec. Le Québec dit non, nous, on veut un chèque en blanc. Puis le fédéral dit non, mais nous, parce qu'il y a un formulaire à remplir. C'est parce que le formulaire, il n'est pas conforme au Code civil. Le fédéral dit nous, c'est parce qu'on on a un chèque à vous donner en échange d'un formulaire rempli. Mais là, nous, on remplira pas le formulaire. Donc, tu sais, on crache sur des fonds du fédéral en disant qu'on n'est pas capable de travailler avec eux. Quand les autres provinces sont capables, là-dessus, j'ai un enjeu. Là. OK, parfait, un enjeu. Bon, on va s'arrêter sur les grandes politiques du Québec, particulièrement le Québec, parce que là, on a parlé de la relation Québec fédérale, mais là, le Québec. Donc, le Québec, actuellement, Jean-François Roberge, 5e ministre de l'Immigration de la CAQ. En 7 ans? Depuis 2018. Résumé court, Simon Jolin Barrette, 2019, est rentré en poste, fait des réformes qui ont été suspendues après 8 jours parce qu'il y a eu des plaintes. Il s'est fait poursuivre. Il a essayé de virer ça à l'envers, ça n'a pas fonctionné. Ils ont oublié d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait l'immigration avant de faire des réformes. Donc, Simon Jolin Barrette se fait tasser. Nadine Giraud, députée plus tranquille, femme issue de l'immigration avec un cancer, donc elle ne pouvait pas se faire taxer de manque d'humanisme. Dame qui est décédée en cours de mandat, a été remplacée par Jean Boulet. Jean Boulet, à mon avis, était le meilleur ministre de l'immigration du Québec depuis la CAQ parce qu'il était ministre du Travail. Donc, d'une main, il comprenait les enjeux pénurie de main-d'œuvre et de l'autre main, il pouvait les régler avec l'immigration. Il fait des belles avancées. Jusqu'à temps qu'en conférence, ou dans un midi-conférence, un atelier commence à dire que les immigrants ne parlent pas français, vivent à Montréal, 80% ne travaillent pas, ne parlent pas français. Donc, il s'est pelure de bananiser. Non, c'est ça. Après ça... Mais entre nos deux, juste nos deux,
Est-ce qu'il dit un peu de vrai là-dedans? Ou ça se dit pas ou on peut pas qualifier? Moi, c'est pas l'immigration que je traite dans mon bureau. Moi, c'est des permis de travail, des travailleurs, du monde qui viennent s'y gagner leur vie, essayer de relever le défi collectif du Québec. Là, c'est pas... Peut-être que oui, à Montréal, les gens du chemin Roxham qui attendent un permis de travail parce qu'ils n'ont pas le droit, qui sont sur l'aide sociale. Mais tu peux pas généraliser même, c'est grossier. J'avoue que c'était maladroit. Là, je suis poli. Là, non. Ouais. Ensuite, il y a eu Christine Fréchette. Elle était la première affaire qui est arrivée. Elle a dit, bon, nous, on change la sélection des travailleurs qualifiés avec un nouveau programme. Va s'appeler Programme Sélection de travailleurs qualifiés. Ça, on est en mai 2023. Elle dit, ça entre en vigueur en novembre 2024. Donc, elle a dit, tu sais, si c'est vraiment important, mets-la en vigueur un petit peu plus rapidement. Et elle ouvre les portes à l'immigration permanente pour des étudiants étrangers. Donc, moi, j'étais en consultation publique, les audiences publiques sur la planification pluriannuelle de l'immigration avec elle. Puis, elle me disait, Maître Lapointe, vous n'avez pas l'air d'aimer ça, les étudiants étrangers. Ben, je dis, madame, moi, si j'étudie aux États-Unis, est-ce que je deviens américain à cause que j'ai gradué de UCLA, tu sais? Moi, je leur exigerais une expérience de travail après les études. On va pas donner la résidence permanente à des étudiants chômeurs, tu sais. Et finalement, je leur avais dit, vous allez faire le saut, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont se qualifier dans ce programme-là que ce que vous anticipez. Et là, Jean-François Roberge, le 5e ministre de l'Immigration depuis le mois de septembre, vient de fermer le programme pour les étudiants étrangers parce qu'il dit, ah mon Dieu, beaucoup plus de monde qu'on aurait pensé dans ce programme-là. Donc, tu sais, moi, j'ai écrit un livre sur l'immigration. J'ai annoncé quand même certaines crises avec des pistes de solutions. J'ai présenté en consultation publique, puis sans dire que c'était une prophétie, il y a pas mal de choses quand même qui sont passées et qui auraient pu être évitées. Donc, le Québec est pris dans un scénario où on doit absolument plaire à la population en disant on n'en prendra pas plus que 50 000 parce que 50 000 plus 1, c'est suicidaire. Donc, la table a été mise par François Legault. Mais dans la réalité, quand on regarde le plan d'immigration annuel, étrangement, cette année, c'était 64 000 nouveaux résidents permanents. Donc, le Québec dit non, on vous a pas menti, nous, c'est 50 000. Mais les documents montrent que c'est plus. Puis ce que les documents ne montrent pas, c'est qu'il y a combien de gens qui attendent sur les lignes de côté parce qu'ils ne se qualifient pas à demander la résidence permanente parce qu'on a demandé, exemple, 2 ans de travail à temps plein pour pouvoir déposer un dossier. Donc, avant, c'était 1 an. T'sais. Donc, il y en a qui auraient pu déposer si c'était 1 an comme avant 2020. Donc, on change les règles. Et moi, c'est un peu ce que je reproche. On change les règles en cours de route. Moi, ce que je dis, c'est on déconstruit l'avion en plein vol là, actuellement. Là, on va enlever une aile, on va couper le moteur, on va faire un trou dans le tank à gaz, puis on va voir si on est capable de se rendre quand même à destination. Et là, c'est là où ça devient difficile. Donc le Québec est pris avec un message de « on n'a pas trop pris encore cette année, vous voyez, c'est pas suicidaire ». Et l'autre problème que je vois du Québec, c'est qu'on a essayé de compétitionner le privé depuis l'arrivée de la CAQ, exemple, en matière de recrutement international. Le Québec dit non, nous, on va amener les entreprises recrutées à l'étranger, on va s'occuper des réservations d'avions, hôtels, on va mettre des candidats d'une salle, mais ça coûte des fonds publics. Puis ensuite, on a dit on va franciser aussi les immigrants au lieu de laisser les profs de français, travailleurs autonomes, enregistrer des cours en ligne. Une chose qu'on n'a pas faite en francisation, je te le dis tout de suite, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est enregistrer le cours de niveau débutant et le mettre accessible en ligne. Donc, en ligne, sur le site d'Immigration Québec, ça commence au niveau intermédiaire. Donc là, c'est bête. Le Québec s'est rendu compte dans tous les secteurs de l'économie qui ont trop dépensé. Donc là, on coupe des classes de francisation. Oui, là, ils se font traiter de sans-cœur parce qu'ils coupent des jobs de profs, ils coupent de la francisation en région. Mais à base, moi, comme niveau d'intervention du gouvernement, j'aurais pas investi autant de fonds publics pour essayer de franciser la planète au complet. Là. On remboursait même des frais de cours de francisation. Exemple, un Vietnamien au Vietnam qui aurait suivi un cours de français au Vietnam, à son arrivée, on lui rembourse une partie de ses frais de francisation. Donc, tabarouette. C'était le buffet. Et là, on le voit, là, parce que, bon, évidemment, il y a des élections en 2026. On avait un gros déficit de 11 milliards pour cette année. On veut essayer de couper dans les dépenses, mais le message qu'on envoie à la population, c'est on veut protéger le français au Québec, mais de l'autre bord, on ne subventionne pas l'apprentissage. Donc, on est un peu pris. Là. Donc, le Québec, ça va être difficile pour la prochaine année, là, parce que là, on a fermé des programmes, on se met des gens à dos, on se met des industries à dos. Tu me parlais de ton fils. Oui, mais il n'est pas tout seul. Là. Il y a tellement d'industriels. Je donnais l'exemple dans les médias cet été, moi, fin de l'été, j'ai un restaurant de type cage au sport. J'ai 100 employés.
avec le traitement simplifié, Jean Boulet avait fait ajouter des professions éligibles en traitement simplifié. Ça veut dire que c'est des postes reconnus comme étant en pénurie chronique. Donc, on n'a pas à montrer qu'on n'a pas réussi à trouver un Canadien, puis il n'y a pas de limite du nombre de travailleurs étrangers qu'on peut recruter dans ce programme-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des restaurants, exemple Cage au Sport, qui avaient peut-être 30 cuisiniers sur 100 employés total, donc 30%. Et avec les réformes du fédéral, de la fin septembre cette année, on passe de illimité à 10%. Donc, ça veut dire que tu as 20 cuisiniers dont les permis de travail viennent à échéance. Quand je te parlais de 1,2 million de personnes, ça en fait partie avec les familles. Que là, l'employeur va dire, je suis désolé, je ne peux pas prolonger ton permis parce que ma limite de 10% est atteinte. Donc, je vais pouvoir recruter des travailleurs étrangers uniquement quand je vais avoir abaissé ma limite en bas de 10% de travailleurs étrangers, mais je pars de 40. Puis ça, les autres provinces n'avaient pas ce problème-là parce que c'est des largesses que le Québec avait négociées au fil des ans d'avoir un traitement, disons, plus simplifié, c'est ça le terme, avec un ratio illimité. Donc, pour les entreprises, en 2025, ils vont s'en rendre compte, surtout dans le domaine manufacturier, ils vont dire, mon Dieu, j'avais ouvert un deuxième chiffre de soir, un chiffre de nuit avec une équipe. Là, j'ai 40 travailleurs. On l'a vu il y a certains articles qui sortent, mais on joue dans un film actuellement où on veut baisser l'immigration coûte que coûte. Donc, même s'il y a un article qui dit on veut les garder, ça va être difficile. Et Maxime, il y a comme un côté d'interprétation puis d'incompréhension parce que pour avoir jasé, puis j'ai la chance de jaser avec Simon Saint-Hilaire qui travaille uniquement avec qui est chroniqueur ici, avec des gens de PME, puis il disait les gouvernements, quand ils leur disent écoutez, vous pouvez pas faire ça, au nombre d'employés qu'on a, puis qu'on a au fil des années qui sont venus travailler, nous aider quand c'est saisonnier, ou même des gens qui sont là. Puis les autres leur répondent écoutez, ça va donner de la place, ça va donner de l'ouvrage aux Canadiens, aux Québécois, les gens qui sont là, mais parce que c'était ça avant, mais il n'était pas comblé, ces employés. Vois-tu? Là, quand on arrive là, tu te rends compte que là, on commence à patiner. On commence sur une glace. C'est glissant parce que rapidement, quand ça touche l'emploi, quand ça touche la compétitivité de l'emploi, quand ça touche le fait qu'il n'y a pas de logement, puis tout, rapidement, qu'est-ce qui monte à surface? Le racisme. Tu vois que c'est lié ensemble. On n'est pas là pour parler de racisme aujourd'hui, mais tout ça est lié ensemble. Parce que quand on était plus jeune, ils disaient « ils viennent voler nos jobs. Tu sais, c'était ça, dans les années 60, 70, 80. Il y a eu une période plus calme là-dessus. Mais là, parce qu'il y a des problématiques, puis la preuve, c'est que les endroits où ça travaille beaucoup, tu sais, la Ville de Québec en est un endroit. C'est un endroit où il y a 25 000 personnes dans le monde de l'assurance, tout ça, fait que ça travaille plus. Il y a moins de problématiques de même. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les gens parlent, c'est pas une question de racisme, mais il y a le fonds d'immigration qu'on évaluait juste dans les grandes villes. Avant, on disait Toronto, Montréal, multiculturel, tu sais, puisque c'est pas faux non plus. Toronto aussi, c'est... Mais quand tu vas à Québec, maintenant, tous les emplois d'entrée de gamme, là, chez Walmart, tu parlais de Tim Hortons, tout ça, c'est immigration à 80% maintenant à Québec. Les gens se plaignent pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que on fait pas d'enfants, fait qu'on voit ça. Puis quand on a de l'incompréhension, puis qu'on a un gouvernement qui nous dit, on va faire des salles, on va faire des... Tu sais, ça sonnait, on va se prendre 25 maisons préfabriquées, puis on va les mettre là-dedans. Il y avait un côté bétail qui passait pas dans le public. Moi, je jasais avec des amis. Ils disaient, c'est quoi cette affaire-là? Le gars, il parle de ça comme si c'était... Tu sais, tu comprends? Fait que tout ça mêlé ensemble fait que on comprend mal les enjeux. Mais la prémisse du programme des travailleurs étrangers temporaires qui est géré par Service Canada et Immigration Québec, c'est les Canadiens d'abord. Donc, ça fait 2 fois que tu me parles de perception de cheap labor. Tu sais. Oui. Mais il y a des grilles. Le Québec a une grille de salaire. Chaque poste est répertorié dans une classification nationale qui est fédérale. Puis le Québec, pour chaque poste, a une grille de salaire qui est par quartile. Là. Quelqu'un qui a 0-2 ans d'expérience, c'est ça. Donc, moi, quand j'entends que le Québec, le Parti québécois a dit ça souvent, là, le Québec est accro aux travailleurs étrangers temporaires, puis il devrait s'en sevrer. Là. Déjà là, le choix des mots, là, la langue française est assez large. Là. Trouve d'autres mots qui n'ont pas rapport à la drogue, là, parce qu'il y a des règles, il y a des programmes. Comme je t'ai dit tantôt, le gouvernement du Québec, avec des fonds publics, amène des entreprises pour recruter à l'international, puis de l'autre côté, vous dites, hey, vous, mes junkies, vous allez arrêter de travailler. Ouais. Il faut faire attention au choix des mots, là, mais c'est pas du cheap labor dans la mesure où il y a des règles. Mais là où le bas blesse, je vais te donner un exemple. J'en parlais avec Mario Dumont, puis ça le fait réagir, donc je me dis que ça doit être bon pour toi aussi, puis pour vos auditeurs. Un employeur dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, restaurant type Cage au Sport, embauche un cuisinier à 20$ de l'heure. Donc, le Québec dit oui. Mais avec l'autre programme de recrutement international, qui lui, c'est le programme Mobilité internationale, géré juste par le Canada, il y a plein de cas d'espèces, dont le cas de l'épouse. Donc, l'épouse a un permis qui vient de ce programme-là.
Les enfants qui accompagnent le travailleur étranger, ben, soit demandent un permis d'études ou peuvent entrer en visiteur puis étudier sans permis d'études parce qu'ils accompagnent un parent. Donc, un vrai cas, là. Québec, Canada disent oui pour un cuisinier à 20$ de l'heure. Le monsieur vient avec sa femme, ses 3 enfants. Sa femme accouche d'un 4e enfant au Québec. L'enfant naît canadien. Donc, le Québec donne des services à 6 personnes, mais ultimement, elle avait dit oui à une. C'est là, c'est là les volumes. Le multiplicateur est intéressant. Là, on se dit, OK. Quand on parle de 600 000 temporaires, c'est trop. Pis ça. Tu sais, les temporaires, moi, je fais 3 grandes familles. Les travailleurs, les étudiants, les demandeurs d'asile. Comme je t'ai dit, les demandeurs d'asile ne peuvent pas contrôler le nombre. Là. Les gens vont décider ou pas de faire une demande. Puis c'est malheureux. Là. On espère qu'ils ne vont pas faire des demandes non fondées. Les étudiants, le Québec les a tous choisis. Puis là, le Canada vient de fermer la porte avec des permis de travail ouverts pour les épouses. Donc, les volumes vont baisser d'étudiants. Il faut laisser le temps au temps. Puis les travailleurs, ben il y a des règles. Les règles sont changées de beaucoup, pardon. Donc, les volumes vont baisser. Le Canada veut baisser la population des migrants temporaires, qui est actuellement de 7% de la population du Canada. Ils veulent la baisser à 5% dans les 2 prochaines années. Donc, quand je te reviens encore à ça, le 1,2 million de personnes, il y a des gens qui vont devoir quitter pour vrai. Et il y a de la planification qui n'a pas été faite en amont. Là. Comme je te dis, un cuisinier à 20$ de l'heure, il amène, ils sont rendus 6. Il aurait fallu s'en rendre compte avant qu'il y ait 600 000. C'est prévisible Non, tu peux pas. Ben, je veux dire, moi, je m'en rends compte parce que je suis là-dedans, mais après ça, le gouvernement du Québec, comme je te dis, les familles viennent en vertu d'un programme qui est fédéral. Donc, eux, ils savaient peut-être même pas que ça existait. Puis quand ils vont courtiser les travailleurs étrangers à l'international dans le cadre de missions organisées, ils disaient non, il n'y a pas de problème, les familles, venez-vous-en. Donc, c'est ce que je disais en consultation publique. Je disais, d'une main, vous dites, il y a trop d'immigrants temporaires, nanana, mais de l'autre côté, vous dépensez des fonds publics. Vous avez fait 10 missions de recrutement par année pour aller en chercher plus. Donc, il manque de cohérence au gouvernement actuellement. Ouais. Oui, ça se peut. Qu'est-ce qui... je veux revenir un peu sur l'actualité du départ du podcast avec M. Trump. Juste pour savoir, parce que c'est tellement gros qu'on se dit, attends un peu, je vais demander à quelqu'un ton opinion là-dessus. Elle est plus valable, je pense, que nous autres, parce que t'en connais plus sans dire que t'es un spécialiste de la politique américaine, c'est pas ça, et de la justice américaine. Mais quand Trump dit, écoutez, c'est pas, quand il, en fait, en campagne, il disait, moi, c'est pas compliqué, on va y retourner chez eux. Tu sais, comme, là, l'image, parce que c'est sûr que c'est gros comme image, mais les millions d'illégaux, on les retourne dans leur pays. Puis là, j'imaginais, tu sais, sur le tarmac de l'aéroport John F. Kennedy, 150 avions en arrière de l'autre, puis ils partent, puis les États-Unis. Ça me semble tout à fait utopique et impossible. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Ouais. C'est vendeur en campagne parce que ça a été très bon pour lui. C'est un peu à l'image, comme je t'ai dit, peut-être 10 minutes, des politiques du Québec versus celles du Canada. Tu sais. Une décision politique, elle est légale jusqu'à temps qu'un tribunal dise non, finalement, ça ne l'est pas. Parce que tu portes atteinte à un droit fondamental. Tu sais. Ouais, au Canada, on fonctionne comme ça. Donc, aux États-Unis... Là, c'est une vision, disons. Ben oui. Donc, c'est pas encore une décision qui est couchée sur du papier, mais oui, il y a une intention, puis elle est sérieuse. Dans les 11 millions de sans-papiers là, qui sont répertoriés, là, c'est-tu 11, c'est-tu 15, c'est-tu 20? Bon, premièrement... En définition, si on sans-papiers, c'est pas si legit. Moi, je recommandais dans mon livre sur l'immigration par rapport aux 20 000, 500 000 sans-papiers du Canada, je disais, comptez les dons, on va avoir une petite idée, là, essayez de les compter. Là, les gens disaient, ouais, mais là, comment tu penses qu'ils vont se déclarer s'ils sont cachés? Ben, le statu quo, là, on peut pas. Là. Moi, j'ai déjà eu, je te fais une parenthèse là-dessus, je te reviens à Trump après. J'ai déjà eu un travailleur étranger en 2010, il est arrivé en 2014, à l'époque, il avait 4 ans de permis de travail maximum. Il fallait que tu repartes. Il n'est pas reparti. En 2020, il y a un employeur vient me voir, il dit ouais, il reste ce gars-là, je voudrais l'embaucher. Comment ça marche? Là, je dis, ben, monsieur, racontez-moi votre affaire. Il me dit, je suis pas reparti. Monsieur, vous n'avez plus de passeport? Eh bien, non, les services frontaliers l'ont confisqué. Ça fait 6 ans, vous êtes dans l'illégalité avec une motte de 20$ et un élastique, là. Donc, des gens comme ça... Lui, il est malade, il ne peut pas aller à l'hôpital. Pas de carte, rien. Donc, zéro. Donc, tu sais, des gens comme ça, OK, le Canada ne veut pas les régulariser, OK, mais j'aimerais ça savoir quand même, il y en a combien des comme ça. On peut essayer quand même de les ramener avec un numéro d'assurance sociale juste pour que les revenus rentrent dans le système bancaire fiscal canadien, tu sais. Ce serait pas... pas fou, là. C'est pas un luxe. Aux États-Unis, donc, sur les 11 millions... Ben, il y en a environ 3 millions qui ont une demande d'asile en bonne et due forme de déposer. Donc, on ne peut pas les déporter avant que la commission, l'équivalent de la commission de statut de réfugié des États-Unis disent, ben, toi, on t'accepte, toi, on te refuse. Si on te refuse, puis le Canada a les mêmes mécanismes,
On déporte pas des gens dans des pays en guerre. Donc, exemple, Haïti, on déporte pas. Donc Trump, disons, on déporte tout le monde dans les avions. Ben, tu sais, déjà là, il y en a qui peuvent pas parce que le dossier n'est pas fini. Il y en a qui peuvent pas parce qu'on déporte pas dans ces pays-là. On déporte pas non plus en Inde, en Chine, des pays qui reconnaissent pas l'extradition. Là. Donc, il y a des pays où on peut pas déporter. Il y a des gens qui sont mariés là-dedans, qui auraient accès à la citoyenneté américaine, peut-être en ayant marié un Américain avec des enfants. Donc, dès qu'on prend le 11 millions puis on le sépare en petits groupes, puis là, je te parle même pas de la dépense de fonds publics que ça coûterait, la détention, les arrestations, les déportations. Là. Donc, c'est une orientation politique, c'est une vision. Bonne chance. Mais c'est pas réaliste, ça, je te dis. Moi, je pense que c'est utopique. Tel que dit, parce que tel que dit, ça frappe. Dans les médias, ce que je disais le lendemain d'élection, ou dans ces eaux-là, je disais, il y a une différence entre une annonce faite au Madison Square Garden pour pomper un peu la foule avant les élections, puis la réalité, là, tu sais. Donc, on verra le test de la réalité, puis le test aussi de la loi américaine, là, tu sais. Puis l'amalgame, parce que, tu sais, on peut pas faire autrement que dire, quand M. Trump disait ça, il disait ça, mais en même temps, il disait que c'était des bandits, c'est eux autres qui rentraient à la drogue, puis c'est eux autres qui volent, tu sais. Fait que c'est tout en même temps, là. Fait que tu comprends que ça faisait pas mal de puis, non, mais je veux dire, au sens politique, pour ceux qui trouvent ça épouvantable, il disait, et voilà, on l'a identifié le problème. C'est drôle que tu me dises ça dans ces mots-là, parce que quand je t'entends dire ces mots-là, j'entends aussi Pierre Poilievre qui dit pratiquement la même chose. Ben oui. Les criminels en prison, les illégaux, on va les déporter. Il commence à dire ça depuis 2 jours. Là. Mais il a compris que ça a marché l'autre bord, hein? Oui, mais en même temps, bon, je pense pas que Pierre Poilievre a besoin de grand-chose pour ne pas gagner les élections. Tu sais, ça va super bien son affaire, tout ça, mais reste qu'il va falloir qu'il s'attarde à ce débat-là, puis il va se rendre compte que Immigration Canada, c'est le ministère le plus dysfonctionnel de la politique fédérale. Là. Il y a 2,4 millions de demandes en tout temps à traiter partout dans le monde, dans les bureaux canadiens des visas à l'étranger, les ambassades au Canada. Puis il y a toujours à peu près 1 600 000 demandes en retard. Là. Donc, ils ont dépassé les normes de service. Là. Donc, c'est un ministère qui est totalement ingérable. Là. Il y a de plus en plus de dossiers. Tout le temps? Tout le temps. Qui sont gérés à l'intelligence artificielle. En plus, maintenant, le logiciel Chinook permet à un agent d'accepter ou refuser 1000 demandes de la shot. Là. Le logiciel, il va identifier les risques pour le Canada en une microseconde. Il va dire, cette personne-là, une femme de 20 ans, jamais sortie de son pays, qui vient visiter un homme de 60 ans au Canada, ça s'en va direct d'un refus. L'agent confirme le refus. Là. Donc, on reçoit Le Canada, l'année dernière... Mais ils vont finir par clairer la fin. Si ça va vite de même, non, parce que, oublie ça, l'année passée, le Canada... Exact, disait, le Canada voulait approuver 10 millions... Non, pas vrai. Voulait approuver 5 millions de visas de visiteurs en 2023. Mais pour faire ça, il faut que tu en refuses. Il faut que tu en traites combien pour arriver à 5 millions? Parce que les taux de succès, c'est pas 100%. Là, mais non. Il y a des pays où ça va pas super bien, puis pour les bonnes raisons. Donc, ça traite des dossiers, là, ça n'a pas d'allure. Puis après ça, bon, il y a des mécanismes de révision administrative, des recours devant les tribunaux. Ça peut traîner longtemps. Mais honnêtement, c'est ingérable. Puis je riais quand j'entendais, je lisais dans un article de presse anglophone, la CAQ à l'interne qui disait que Christine Fréchette était tellement bonne que dans leur tête, c'était elle, la ministre de l'immigration du Canada au complet, là, à cause qu'elle a demandé de mettre des visas aux Mexicains, entre autres. Mais la réalité serait jamais... C'est plus gros qu'on peut penser le ministère de l'immigration en termes de volume de dossiers puis de stratagèmes, de faux documents. Puis est-ce qu'au plan juridique, Maxime, l'immigration, c'est une chose, mais est-ce que si on pousse trop loin le bouton, est-ce qu'on ne se ramasse pas dans les droits de la personne aussi? Ben, tu comprends, ça doit joindre à un moment donné. Si tu pousses trop fort, il va dire, ben là, tu peux on a des droits au Canada, chaque personne a des droits. Oui, mais c'est là où, justement, ça fait un débat de charte que j'appelle. Ça veut dire qu'il y a un avocat qui va représenter une partie, va dire, ben nous, on pense qu'il y a une atteinte à un droit fondamental, puis l'autre partie va dire, ben nous, on pense que non. Puis là, il y a un test pour ça des tribunaux. Ils appellent ça le test des tribunaux. Là. Dans le fond, c'est est-ce qu'il y a une atteinte à un droit fondamental reconnu par une charte? Oui, non. Est-ce que les moyens qu'on a pris pour déroger au droit parce qu'on n'avait pas le choix, est-ce que c'est raisonnable? Puis est-ce que c'est justifié dans le contexte? Puis là, on avait la discussion avec la répartition des demandeurs d'asile. Moi, je pense que si on faisait l'exercice, puis c'est pas moi qui va le faire, là, mais en Cour suprême, est-ce que la répartition des demandeurs d'asile, est-ce que c'est inconstitutionnel ou est-ce que c'est constitutionnel? Puis moi, je pense que le test des tribunaux pourrait être en faveur d'une répartition en disant
on touche à un droit fondamental en envoyant des demandeurs d'asile dans une autre province canadienne parce que la capacité d'accueil du Québec est dépassée. Les moyens qu'on a utilisés sont raisonnables, donc ça veut dire les droits humains sont protégés, on les met dans un autobus, on les a logés. D'ailleurs, ils vont être mieux logés ailleurs qu'au Québec. Et l'atteinte à un droit fondamental, que ce soit le droit à la vie, la liberté de circulation, est justifiée dans le contexte où la capacité d'accueil du Québec, elle est atteinte. Je serais capable de comprendre ce scénario-là, mais comme je l'ai dit tantôt, le fédéral ne s'est même pas posé la question. Ils ont dit, nous, on pense qu'il y a une atteinte à un droit fondamental, puis on ne veut pas se le faire dire par quelqu'un d'autre, donc ils n'iront pas là. Mais oui, il y a toujours un enjeu de droit humain, mais pas tant que ça. Cette semaine, il y a une cliente en rendez-vous qui me dit « Ouais, mais là, vous ne trouvez pas que mon dossier est refusé, puis vous ne trouvez pas que il y a de la discrimination. » Ben, je dis « Madame, les conditions du programme pour vous qualifier, exemple, c'était 2 ans de travail à temps plein. Vous avez déposé, vous aviez 1 an et 8 mois. Donc, le Québec vous a refusé votre dossier. Vous n'avez pas rempli la... Parce que vous ne vous qualifiez pas à la base. Donc, vous avez peut-être mal lu, vous espériez trop, je ne sais pas. Mais, donc, les gens ont tendance des fois à dire qu'il y a une atteinte. Oui, c'est sûr qu'il y a une atteinte à ton droit. Le Canada te demande de quitter. J'en ai des fois prendre rendez-vous, Gilles, disent... Bon, là, j'ai une lettre, Canada me dit, j'ai plus de statut, je dois quitter. Êtes-vous sûr, mettre la pointe, que j'ai... pensez-vous que j'ai d'autres options? Mais là, je leur dis, mais si vous avez d'autres options, je vous l'aurais dit, là, vous me payez pour. Là. Puis moi, je suis vraiment pas le genre de professionnel qui va dire justement, mais vous pourriez faire une demande d'asile pour vous sauver le derrière. Donc, tu sais, il y a des gens qui, oui, ça porte atteinte à leurs droits. Les changements réglementaires, c'est un peu ce que je reproche. Actuellement, il manque de prévisibilité. Là. Moi, quand j'habitais à Hong Kong en 2010 pour demander la résidence permanente, c'était 7 ans de travail à temps plein. Après, tu y avais accès, tu l'as demandé. Tu connaissais les règles. Tu savais en rentrant que c'était ça. Là, c'est ça le problème. Il y a des gens qui disent, moi, on m'a recruté à l'international. On m'avait dit que c'était ça les règles. Là, c'est plus ça. Mon mari, finalement, il n'a plus accès à mes enfants. C'est là où... Cette année, ça a été une année de soubresaut. Il y a eu beaucoup de recul autant au Québec qu'au Canada sur l'immigration. Puis les effets vont se faire sentir en 2025. Puis on avance-tu ou on recule? On recule-tu d'un côté ou on avance? on recule, mais c'est... Bon, premièrement, la population a dit au gouvernement qu'il y avait trop d'immigrants. Donc, le gouvernement écoute la population, surtout en période préélectorale comme au fédéral, disons. Donc là, le fédéral est en train de fermer justement les robinets pour réduire l'immigration. Mais c'est comme dans mon bureau d'avocat. C'est plus facile gérer une croissance qu'une décroissance. Tu sais, en immigration, là, dans les dernières années, c'était OK, on élargit les règles, il n'y a pas de limite, on rouvre un programme et l'autre. Mais après ça, quand tu veux ralentir la machine puis restreindre l'immigration, c'est des choix déchirants. Puis il y a des familles vont devoir quitter, des gens qui sont établis. Puis on envoie des articles dans les médias pratiquement toutes les semaines. Oui. Il va en avoir... Ben, c'est le dernier recours souvent. Tu vas aller dans le média parce que tu dis, il faut que je parte. Ça marche. C'est sûr que ça marche. La force des médias, c'est capoté. L'autre jour, je te raconte un exemple rapidement. J'appelle une journaliste pour dire, écoute, ça, c'est un cas médiatisé comme lui de la dernière fois où quand tu as écrit ton article, c'est drôle, le dossier est débloqué 2 jours après. Elle me réécrit, elle dit, hey, j'ai juste fait une demande d'accès à l'information à Immigration Canada. Ils ont approuvé le dossier. Donc, Immigration Canada, de peur qu'il y ait peut-être un article, a changé sa décision. Donc, c'est vraiment puissant, les médias. Oui, mais c'est navrant d'une autre façon. Ça marche quand tu y vas, mais si tu n'as pas accès aux médias, ça veut dire que tu vas devoir se rendre là pour des choses qui pourraient être réglées. Là, ça, c'est sûr. Hey, merci. Je te souhaite, j'ai le goût de comment, tu souhaites une joyeuse fête et une bonne année 2025. On est rendu là. Merci. Salut, Maxime. Merci.